Bien, bah écoutez, je vais commencer. En tout cas, bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors l'ICP, c'est une approche des conflits qui est relativement peu connue en France. En France, vous le savez peut-être, on est assez connu dans le monde en fait par rapport aux conflits. On est connu pour deux formes d'intervention. On est très connu pour nos interventions militaires, sur lesquelles on nous reconnaît une certaine expertise à l'international. Et puis on est très connu pour nos interventions humanitaires. Hein, l'humanitaire en France, le MSF, etc. Pour ça, on est assez connu. Mais l'ICP, l'intervention civile de paix, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus développé initialement dans les pays scandinaves, et puis via le Canada, les États-Unis. Il y a des grands centres en Allemagne, en Autriche, en Grande-Bretagne. Il y a des universités aussi qui ont des centres de recherche dédiés à ce genre d'approche. Et en France, relativement peu. Alors, ce que je vous propose, c'est effectivement de commencer par réfléchir sur les désarrois, j'ai appelé ça, militaires. On a maintenant, depuis 2001, une quinzaine d'années d'intervention militaire quand même conséquente, et il est temps qu'on en fasse un petit peu un vrai bilan. Deuxièmement, que l'intervention civile de paix peut présenter des options réelles qui sont à la fois efficaces et efficientes. On va regarder les deux types d'outils. On va regarder les limites des deux types d'outils et on va voir ce que ça nous pose comme question. Il y a, depuis 2001 à l'ONU, un concept qui s'appelle la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger, c'est un concept qui a été développé pour permettre des interventions dans des pays qui ne le souhaitent pas forcément, au nom de la protection de populations qui sont en danger, soi-disant sous menace génocidaire ou sous massacre, etc. Donc les raisons qui sont acceptables aujourd'hui en relations internationales, aux Nations Unies en particulier, c'est la protection des populations, hein, la guerre contre le terrorisme, quand on arrive à la justifier devant les Nations Unies, la légitime défense, la défense de la démocratie et la souveraineté. La première chose, c'est que c'est très très difficile d'avoir une estimation des coûts des opérations militaires. Très souvent, les gouvernements, même les plus démocratiques, ne sont pas très ouverts ou très transparents là-dessus. Récemment, la recherche du Congrès ont publié un rapport qui a été validé par le gouvernement en disant que le coût total de ces opérations, c'était un minimum de 1600 milliards de dollars. 1600 milliards de dollars. Ceci dit, les experts universitaires qui regardent ces chiffres disent que c'est plus que ça. Ils sont plutôt entre 4 000 et 6 000 milliards de dollars. Pourquoi il y a une telle différence? Parce que les experts universitaires, notamment, alors il y a deux grands experts à Harvard, dont Stiglitz, qui était impliqué sur l'évaluation de ces coûts, et puis à l'université, Watson University aussi, ils prennent en compte deux choses que le gouvernement ne prend pas en compte. Ils prennent en compte le prix des pensions de guerre des soldats américains. Et le coût du budget pension de guerre est en train d'exploser pour les États-Unis. Et ils prennent aussi le coût de la dette. Donc ils prennent le long terme, les conséquences long terme, et ils estiment qu'on doit estimer cette épopée d'une dizaine d'années. Là, on était en 2013, hein, ces chiffres couvrent à peu près une dizaine d'années, entre 4 000 et 6 000 milliards de dollars. Donc effectivement, on est sur des très gros budgets. Il faut savoir que Donald Rumsfeld, quand il a lancé la guerre en Irak et qu'on lui a posé la question, il estimait que la guerre en Irak ne coûterait il avait dit moins de 50 milliards de dollars. Si on regarde un peu plus loin, on voit que les interventions militaires ont produit énormément de destruction physique aussi, et puis de fragmentation sociale, politique. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, je vous ai mis quelques données qui nous viennent de centres de recherche. Par exemple, si on regarde les ventes d'armement à l'international, hein, on voit bien, alors là ça commence en 1950 et on va jusqu'en 2015 à peu près. Et effectivement, on a eu, alors ça c'est la guerre froide hein, que vous voyez la montée ici, on a eu à partir de 1985, parce que c'est là où Reagan-Gorbatchev ont commencé à parler et que les choses se sont arrangées, on a eu quand même une très forte baisse des ventes d'armement et on a depuis effectivement les années 2000, 2005, 2010, 2015, on a une remontée quand même spectaculaire avec quelques points d'attention. Alors effectivement, mais là j'étonnerai personne, au niveau des exportateurs
on va retrouver les plus grands, États-Unis, Russie, qui à eux deux se partagent à plus de 75% du marché d'exportation d'armement. La Chine, qui est rentrée très fortement, l'Allemagne, qui vient de faire une entrée très forte, et la France, qui a toujours été dans le top 5 des exportateurs. Chez les importateurs, c'est inquiétant. On a bien sûr le fameux couple Inde-Pakistan. On a l'Arabie Saoudite et les États Arabes Unis qui sont aussi en pointe des achats. On n'est pas étonné en France, on négocie beaucoup avec eux. Mais c'est effectivement très inquiétant quand on voit que l'Arabie Saoudite se sert aussi du Yémen, par exemple, comme terrain d'expérimentation. Alors, je vous laisse le choix de décider si c'est les ventes d'armes qui suivent les conflits ou les conflits qui suivent les ventes d'armes, ou le lien entre les deux. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais toujours est-il que c'est une tendance qui a été très marquée depuis une quinzaine d'années. Autre conséquence internationale dont vous entendez beaucoup parler dans les journaux, l'explosion du nombre de réfugiés. Alors, ce qu'il est très important de savoir, c'est que sur ces 60 millions, les 2 tiers sont encore dans leur pays. Et ça fait simplement une quinzaine d'années que le HCR en fait, s'occupe de ces 2 tiers-là, où ont été chargés de ces fameux déplacés, parce que c'est un nouveau concept en relations internationales. Avant, on ne s'occupait pas d'eux. Et depuis une vingtaine d'années à peu près, on commence à codifier ce qu'on peut faire pour les gens déplacés dans leur pays. Et un tiers, environ 20 millions, c'est quand même un chiffre record, ont traversé la frontière et donc sont dans d'autres pays. Et bien sûr, ce qu'il faut noter, notamment en Europe aujourd'hui, c'est qu'en 2015, les pays qui accueillent le plus de réfugiés sont la Turquie, qui a pris la première place avec la crise syrienne, le Pakistan, qui est un vieux pays d'accueil, notamment de réfugiés afghans, le Liban, alors là c'est aussi lié à la crise syrienne, l'Iran, qui est aussi un vieux pays d'accueil de réfugiés, qui a toujours beaucoup accueilli, l'Éthiopie et la Jordanie. Donc vous ne voyez aucun pays européen là-dedans, vous ne voyez pas non plus les États-Unis, vous ne voyez pas le Canada. Il y a vraiment un énorme décalage entre notre perception de la crise migratoire en Europe, et on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et la réalité de l'endroit où sont les réfugiés et les déplacés dans le monde. Enfin, dernier indicateur global de ce qui se passe depuis 15 ans, bien sûr, le nombre de victimes. Là, ce sont le nombre de personnes qui sont mortes dans des contextes de violence organisée. Ça inclut les guerres et ça inclut aussi ce que Uppsala appelle one-sided violence, c'est-à-dire ça inclut les attaques terroristes et les génocides. Ils ont enlevé une année, c'est 1994, enfin ils ont enlevé une donnée, en 1994 ils n'ont pas pris le génocide rwandais en compte parce qu'ils ont un autre graphe avec le génocide rwandais, mais alors il part comme ça le génocide rwandais, donc tout le reste a l'air complètement écrasé. Donc je vous ai donné le graphique sans le génocide rwandais parce que c'est une distorsion de tous les chiffres. Mais en gros, on voit bien qu'il y a une période avec quand même des chiffres assez élevés, de plus de 50 000 personnes par an dans le monde qui décédaient dans des contextes de violence. Et là, on voit depuis quelques années, 12, 13, 14, une forte augmentation de ce genre de conflit. Le Congo a été une crise terrible entre 1998 et 2003. Et ce qui a été terrible au Congo, c'est qu'en fait, on n'est pas intervenu. Le Congo a été une crise totalement oubliée. Quand les choses ont commencé à se déliter suite au génocide rwandais, personne ne voulait aller au Congo. Personne ne voulait véritablement intervenir. Sur la question de l'intervention, il faut se poser la question des deux côtés. L'intervention pose des problèmes. La non-intervention peut en poser également. Et justement, donc chose pour finir là-dessus, on a, si je fais un petit bilan rapide des interventions, on voit qu'on a des surcoûts financiers et humains très importants aux types d'interventions qu'on a menées. On voit qu'on a du mal à reconstruire, qu'on est face à des structures étatiques faibles, corrompues, peu démocratiques et des territoires très fragmentés. Mais on voit aussi que ne pas intervenir, ça peut amener aussi à des choses absolument catastrophiques. Et ça nous pose comme question, moi j'en ai 3 qui restent et avec lesquelles j'essaye de travailler, des questions de l'efficacité, c'est-à-dire quand on fait quelque chose, est-ce qu'on atteint nos objectifs? Est-ce que
Les États-Unis ont atteint leur objectif quand le régime de Saddam Hussein s'est écroulé. Est-ce qu'on a atteint ce qu'on voulait faire? Ou est-ce que nos objectifs changent à chaque fois? La deuxième question qui est dessous et qui est très peu posée par les acteurs militaires, c'est la question de l'efficience. C'est-à-dire, est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Mais à quel coût? L'efficience, c'est l'efficacité divisée par les coûts. Est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur moyen d'apporter la démocratie en Irak que d'intervenir militairement contre Saddam Hussein? De même, quand on a commencé à bombarder la Libye en 2011, on estimait que notre campagne de bombardement durerait quelques semaines et que le régime de Kadhafi s'écroulerait en quelques semaines. Or, il a tenu 7 mois. On est d'ailleurs arrivé à court de munitions en France. On a eu un moment de panique dans nos armées, ce n'était pas prévu. Donc effectivement, il y a un décalage énorme, une sous-estimation des coûts, du temps de l'intervention militaire. Est-ce qu'on a réussi quelque chose? Est-ce qu'on a été au moins efficace? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Là, effectivement, on a aussi un certain nombre de questions. On a des conflits qui sont clairement non résolus, je ne vais pas m'étendre dessus. Et on a des conflits qui sont en pleine expansion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Est-ce qu'il y a des alternatives? Quelles sont les limites de ces alternatives, etc. Je pense qu'il nous faut vraiment comparer le travail de ce genre d'opération avec les opérations militarisées pour comprendre ce qu'elles pourraient nous apporter ou comment ça pourrait fonctionner. Donc, je vais vous présenter maintenant un petit peu ce qu'on appelle intervention civile de paix. Je pense que ce qu'il est important de dire, c'est une forme d'agir et d'action dans les zones de conflit qui est faite toujours à la demande des acteurs locaux. Ça fait partie de l'idée que ce sont les acteurs locaux qui ont les clés de leur situation. Les acteurs armés, les acteurs non armés, mais quelque part, on ne viendra pas résoudre leurs problèmes, ni en Afghanistan, ni en Irak, nulle part. Donc l'initiative de demande, déjà, doit venir du terrain. En fait, Gandhi avait l'idée, avant d'être assassiné en 1948, avait l'idée qu'on pourrait créer des armées de la paix, de gens très formés, il insistait beaucoup sur la formation, mais qui iraient s'interposer, qui iraient sur des principes non violents. C'est important, il y a 3 grands principes derrière l'ICP, et c'est ce qui fonde l'ICP. D'abord la non-violence, et je vous ai expliqué pourquoi. C'est les conditions de ce travail d'araignée, de toile d'araignée qu'on fait pour tisser du lien social et repasser les informations entre les différents acteurs. L'impartialité, c'est-à-dire qu'en fait les ICP, ils sont là pour défendre un mandat. Leur mandat, ça peut être la protection des droits humains, la protection d'un défenseur des droits de l'homme, d'un syndicaliste, d'un processus, d'une élection, observer le processus électoral. Mais ils ne sont pas là pour défendre une partie en particulier. Il s'avère qu'en général, c'est une partie qui les appelle, mais ils vont avoir un discours relativement axé sur le droit. L'impartialité du juge, c'est celui qui ne prend pas parti, mais c'est celui qui fait appliquer la règle de droit. Le CICR, quand ils interviennent dans les zones de conflit, sont impartiaux. Ça ne les empêche pas de dire vous avez violé votre règle de droit si vous n'avez pas permis un accès humanitaire à telle ou telle personne. Donc c'est une position assez importante. Et enfin la non-ingérence, ou plus précisément, si vous voulez, la priorité qui est donnée aux acteurs locaux. Ce sont les acteurs locaux qui appellent les internationaux. Et ce sont les acteurs locaux qui sont en charge du processus du conflit. S'ils deviennent violents, les internationaux vont se retirer. Mais ce sont les acteurs locaux qui font leurs réunions, qui font leur formation, qui font leur médiation, et ils bénéficient d'un accompagnement, d'un soutien, d'une visibilité à l'international. Plus largement, vous voyez, c'est au début des années 80 que ça a été créé. C'est un processus en expansion, mais qui, pour l'instant, plafonne un petit peu. Alors, il y a plusieurs explications. La première, je pense, c'est que les opérations militaires ayant fortement augmenté, eh bien, il y a eu aussi un discours militaire, et puis la guerre contre le terrorisme très très fort, et qui a renforcé un certain nombre d'axiomes de base sur l'idée que sans armes, on ne peut rien faire. Or, si vous regardez de près ce qui se passe sur le terrain, en Syrie et en Irak, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de petites choses. Deuxième grand souci, depuis 2007-2008, vous savez qu'on a eu une grosse crise financière. La crise financière a énormément touché les États qui ont tous réduit massivement leur budget pour toutes les actions de solidarité, l'aide au développement, etc. Et beaucoup de ces opérations sont financées par les États. Je vais vous donner quelques exemples assez concrets. Collectif Guatemala, qui est une petite organisation basée en France,
accompagne énormément, par exemple, des communautés indigènes au Guatemala. Alors eux, ils sont très centrés sur le Guatemala. Communautés qui se battent pour protéger leurs terres contre des gros projets miniers. Et c'est très intéressant parce que les gens qu'on envoie au Guatemala dans ces contextes-là, alors il y a des Français, il y a des Européens, mais il y a aussi beaucoup de Canadiens. Et pourquoi on envoie beaucoup de Canadiens? Parce que c'est le Canada qui est souvent propriétaire des grandes entreprises minières. Donc il y a tout un travail de levier, vous voyez, on parlait de qui peut faire levier sur quoi, pour travailler. Je vous ai déjà dit, PBI, par exemple, a accompagné récemment l'avocat général du procès contre Rios Montt. Non-Violence Plus Force est aux Philippines et font partie des équipes qui monitorent le cessez-le-feu depuis 2007 aux Philippines. Je crois qu'ils vont s'en retirer progressivement parce que ça s'est beaucoup stabilisé. Vous avez beaucoup de projets, alors là, plus ou moins politisés, plus ou moins impartiaux, en Cisjordanie. Peace Watch Switzerland, c'est assez intéressant. Ils travaillent beaucoup sur des projets œcuméniques et de défense des droits des Palestiniens. Vous avez au Honduras, au Nicaragua, le Honduras, depuis 2009, PBI a ouvert une nouvelle mission aussi parce que la situation des droits de l'homme est assez catastrophique dans ce pays. Et le Kenya aussi, depuis les expériences d'élection, il y a eu beaucoup de travail fait au Kenya qui est d'ailleurs très positif. Et puis, je vais vous parler un peu plus précisément, on va regarder un tout petit film de 5 minutes, si ça vous va. Brothers, sisters, dreams, families. Some of them lost someone, don't know where he is. At the beginning of the 20th century, the majority of fatalities in conflict were soldiers. They were armed actors. And when we fast forward 100 years, and the majority of fatalities are actually civilians. And so the way we approach peacekeeping and civilian protection has to shift. وتحتاج إلى صبر كبير والأصعب منها هو تصحيح الأفكار والسلوكيات وتصرفات الناس طبعاً. I met with 3 young men from the north of Iraq who had been displaced by the recent fighting with Daesh, with ISIS. They asked me, can you help us to work with our community to look at what we can do for reconciliation and peace building instead of going back and taking revenge? We need people to get involved in this work. Mais voilà, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'idée, on revient sur les idées de base, qu'on peut travailler même sans armes, mais avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'analyse et beaucoup de patience dans des conflits où il y a des armes, des conflits militarisés. Ça demande un respect intense des populations sur place et le travail avec eux. Et ça demande oui, du temps, de l'anticipation. Ça demande d'être là, beaucoup. Ça demande énormément de présence. Mais c'est fait, et c'est fait dans de nombreuses circonstances. Le postulat de l'ICP, au niveau théorique, et qui va nous aider à comprendre les choses, c'est qu'on peut agir quand la violence contre laquelle on agit est un moyen et pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'elle est utilisée pour des raisons politiques. Donc l'objectif d'une intervention, ça va être de dissuader l'utilisation de la violence et d'encourager tous les acteurs locaux à chercher d'autres façons de résoudre le conflit. Il y a ceux qui nous ont appelés, qui sont en conflit, qui cherchent des façons d'agir ou de changer quelque chose. Et puis il y a les acteurs militaires autour. Donc on va aller chercher à travailler sur la violence, sur sa légitimité, sur son efficacité, etc. Il faut faire en sorte que la violence ne soit pas l'outil de résolution du conflit. Et de ce fait, quand on est face à des processus de violence qui sont soit très légitimes, construits par les acteurs comme normaux, ou quand on est face à des situations où on a une impunité extrême des acteurs, c'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y aura aucun effet sur les acteurs, on est face à des vraies limites de l'ICP. Il faut vraiment savoir les reconnaître. Mais on a aussi des limites qui viennent du fait, à mon sens, que c'est un concept qui est peu connu, et que c'est un concept qui fondamentalement est un peu dérangeant. Et c'est ça aussi que je voudrais aborder. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un travail, on l'a dit, c'est un travail de l'ombre, un travail qui ne se voit pas, c'est un travail de longue haleine, qui se fait en continu. C'est du tissage de relations sociales. Et ça, ben voilà, c'est pas spectaculaire, c'est rarement spectaculaire. Il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui se tricotent et qui se détricotent. Donc on est sur vraiment du fond. Et ça ne se voit pas forcément, donc on ne le connaît pas forcément.
Et puis, il y a une méfiance. Au-delà de ça, il y a une méfiance vis-à-vis de ce type d'outil, parce que quelque part, cet outil challenge, remet en cause des choses très fondamentales qu'on a apprises sur la politique. Des choses très fondamentales sur la violence et la non-violence quand on est face à un conflit. L'idée, par exemple, que finalement, la non-violence, ça marche un temps, on essaye, peut-être ça marche pas, puis quand ça marche pas, on passe à la violence. Et que la violence, finalement, sera plus efficace. Elle fait mal, elle est dure, mais elle est plus efficace que la non-violence. Et ça, c'est quand même très ancré dans notre culture. Et même quand je parle à des diplomates, ou quand je parle à des étudiants, ou quand je parle à différents publics, on dit bah, ça marche bien votre truc pendant un temps, mais quand ça devient trop chaud, il faut passer à la violence. Hein. Et c'est l'argument qu'on a constamment. Mais la violence, on l'a vu, fait d'énormes dégâts. Et je ne suis pas sûre que ça marche. Et puis, autre axiome a priori dans notre conception de la politique, c'est que la sécurité est quelque chose qui nous vient d'en haut, et particulièrement en France, mais pas qu'en France. Traditionnellement, la sécurité, c'est l'État qui la fournit. Néanmoins, je pense que là où l'ICP dérange, c'est qu'on est en train de dire « mais la sécurité, c'est aussi l'affaire des personnes ». Et qu'elles réfléchissent à leur sécurité, qu'elles réfléchissent à la violence, etc. Et ça se passe aussi au niveau local. Quelque part, on l'entend, parce qu'on voit que quand on essaye de construire la sécurité d'en haut dans beaucoup de nos interventions militaires, ça ne fonctionne pas, donc il faut bien faire quelque chose au niveau local. Mais d'un autre côté, on ne veut pas lâcher le truc. Et les arguments qu'on utilise sont parfois un peu réels. On a très peur, par exemple, que tout le monde s'arme. En France, on dit « regardez les États-Unis, ils ont tous un fusil et ça fait une violence sociétale importante ». Et c'est vrai. On a peur des gated communities, hein, des gens qui vont s'enfermer du coup entre soi pour se protéger. Effectivement, il y a des problèmes quand on ne pense la sécurité qu'au niveau local. Mais néanmoins, je pense que c'est ça, cette approche-là, c'est aussi parce qu'on associe la sécurité à l'armement ou à la fermeture. On n'associe pas la sécurité à la relation. Okay? Si on repensait notre concept de sécurité et qu'on reprenait les fameux concepts de sécurité humaine qui sont très intéressants, parce qu'on a des concepts pour travailler ça, si on travaillait la sécurité dans toutes ses dimensions sociétales, environnementales, économiques, etc., on aborderait ces questions-là de façon très différente. Et de ce fait, ça nous repose la question de la sécurité. Parce que, quelque part, sur le terrain, les gens disent « mais oui, mais ça marche, on peut faire des choses, même dans des contextes difficiles. » Parce qu'on est dans la cohérence. On va défendre le droit en utilisant le droit. Défendre le droit en utilisant la force, c'est très incohérent. Et même avec plein de bonne volonté, on arrive à des choses parfois très incohérentes. Les Américains étaient de bonne volonté quand ils sont partis en Irak. Ils ont essayé plein de trucs d'ailleurs, et pas des trucs bêtes parfois, pour reconstruire le tissu social. Non, ils ont essayé des trucs vraiment, ils ont eu des initiatives surprenantes. Mais quelque part, il y avait une incohérence fondamentale dans ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est quelque chose, une force de l'ICP, c'est qu'on est complètement cohérent entre les valeurs et l'objectif, la fin et les moyens. Et ça, c'est vraiment important. Et on va travailler, on va convaincre, convaincre, ça veut dire gagner avec. On va travailler en contournant la violence, en la délégitimant, en travaillant d'autres façons de faire. Deuxième grande force pour le XXIe siècle, le respect. Le respect des personnes sur place, comme étant celles qui doivent être maîtres du processus de conflit, qui est important, de la confrontation des idées, de l'engagement. Il faut accompagner, mais il ne faut pas supplanter. Il faut beaucoup d'écoute. Il faut travailler sur les complémentarités entre ce que les internationaux peuvent apporter, ils peuvent apporter certaines choses, et ce que les locaux apportent. Et ce que les locaux apportent aux internationaux, ce qu'ils leur apprennent, vice-versa. Enfin, voilà, c'est un mécanisme qui travaille sur la confiance et qui développe des réseaux de confiance. Et ça, je crois que c'est aussi très, très précieux. Alors, je vous l'ai dit, je pense que l'intérêt de réfléchir à ça, c'est que ça nous permet de repenser pas mal de concepts de guerre, de paix, d'espace, etc. Et ça, c'est quelque chose que les gens dans les zones de conflit nous apprennent. Que la paix, c'est quelque chose d'extrêmement fragile, mais que finalement, on pourra la construire si on arrive à tisser des relations avec les gens dont on a peur, avec ce militaire dans la caserne d'à côté, avec cet autre groupe ethnique ou autre, etc. La paix, elle tient dans cette capacité à aller vers l'autre dont on a peur. Et comment on travaille cette relation.